Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, merci d'autant plus de m'avoir proposé de prendre la suite de Philippe Mérieux, ce qui est toujours facile. D'autre part, nous sommes dans les controverses. Controverse de Descartes, ce qui veut dire que nous devons controverser, nous ne sommes donc pas d'accord. Malencontreusement, je ne suis pas hostile du tout à tous les propos que je viens d'entendre et vous allez constater que d'une façon ou d'une autre, je vais les reprendre à ma façon. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est de vous parler de la question de la compréhension. Moi, ce que je voudrais faire en vérité, quand on me propose quelque chose, je détourne toujours un peu, c'est la part du mystère. Je vous propose de faire la relation entre comprendre et les modalités de cet apprentissage, et donc de voir un petit peu ensemble comment ça peut s'appliquer en classe, ce qui veut dire que je vais aborder mon propos d'une manière qui va vous paraître moins académique que très pragmatique, et de le lier à ce qui m'intéresse. Entrons dans la classe. Alors d'abord, je voudrais dire que je vais y entrer d'une manière optimiste. Tout est possible. Et je ne veux pas croire une seconde que la fatalité de l'échec soit à la porte de l'école, tout au contraire. Alors on m'a dit qu'il fallait que j'appuie sur ce bouton. Oui. Bon, voilà, ça veut dire que ça marche. Donc on entre dans la classe et je voudrais donc faire cette relation entre un apprentissage et puis d'autre part la manière de procéder. Alors de quel apprentissage vais-je m'emparer? J'aurais pu m'emparer d'un apprentissage de la la géographie systémique, j'aurais pu travailler sur les énoncés mathématiques. J'ai préféré choisir quelque chose que je connais un peu mieux, qu'est la compréhension des écrits, et plus particulièrement la compréhension de tous les supports qui sont mis à la disposition des élèves lorsqu'ils sont en classe, et ce, dans le premier comme dans le second degré. Tout ceci s'inscrit dans un ensemble qui est plus vaste, ça ne vous échappe pas, qui est l'apprentissage de la lecture. Mais je vais centrer mon propos sur une question qui est liée à la compréhension, et seulement ça. C'est un objectif spécifique, il est circonscrit. Et pourquoi donc est-il circonscrit? Eh bien, d'une part parce que, c'est un apprentissage qui est central et qui affecte à peu près tous les autres apprentissages, dans le premier comme dans le second degré. L'apprentissage de la compréhension des supports, c'est ce qui va nous permettre d'engager l'appropriation d'une notion, la rencontre avec une nouveauté, avec cette diversité que l'école propose aux élèves pour les éclairer. D'autre part, parce qu'il permet de concrétiser une forme de différenciation. Alors, en termes de différenciation, on pourrait en discuter aussi. Là, il y aurait peut-être controverse. Moi, je préfère diversité, mais elle est à la fois ambitieuse et je considère qu'elle est réalisable. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Alors, pour ce faire, et pour faire très sérieux, je pars d'un certain nombre d'informations qui nous reviennent de différentes recherches qui ont pu être menées ici et là et que nous n'avons pas conduit nous-mêmes, donc sous une forme d'objectivité. Il y a eu une recherche qui a eu lieu en 2015, ça ne vous échappe pas, c'était Roland Guagou qui était à la manœuvre, mais avec un certain nombre d'autres collègues. Et ils sont arrivés collectivement, en tout cas, à un certain nombre de propositions, notamment le fait qu'à 10 ans, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'ils décodent pourtant bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la question de la compréhension en tant que telle? C'est parce que il ne vous échappe pas que depuis quelques années, dans les discussions qui ont lieu au niveau institutionnel, on a cru répondre à la question en disant que la compréhension ne s'apprend pas finalement pour elle-même, elle est le lien naturel, la finalité naturelle d'un autre apprentissage qui est beaucoup plus mécanique et beaucoup plus structuré et qui est celui du déchiffrage. Alors on arrive ici à une première proposition qui est de dire que beaucoup d'élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'ils décodent pourtant très bien, et si donc tout venait du décodage, alors ils comprendraient bien. Je pense qu'un certain nombre parmi vous ont vécu et vivent encore régulièrement dans les classes le fait que des élèves à qui nous demandons « peux-tu lire l'énoncé qui est au tableau, peux-tu lire un petit extrait ?» à toute la classe, savent le faire et avec le ton et avec la courbe intonative et tout ce qui fait que nous sommes enchantés et ça y est, nous sommes convaincus. Et si nous posons malencontreusement à cet élève-là de quoi s'agit-il une fois qu'il l'a lu à toute la classe, eh bien, il est bien en peine pour nous répondre. Ce qui signifie que, certes, il décode, mais enfin, que comprend-il? Alors, ces difficultés sont liées, sont déjà présentes au cycle 2, puisque là, il s'agissait de le dire au sens large, à 10 ans.
C'est présent au cycle 2, mais c'est également présent, de toute façon, un peu partout, et déjà antérieurement, donc pour des élèves qui sont en maternelle, à qui on lirait du texte oralement. On ne voit pas nécessairement les difficultés de compréhension des élèves parce qu'elles sont relativement masquées. Soit elles sont masquées parce que les évaluations n'abordent pas véritablement au fond la question. Ce n'est pas avec 3 questions qu'on pose aux élèves qu'on peut véritablement savoir de quoi il s'agit. Soit précisément parce que nous posons des questions extrêmement pointues auxquelles nous avons déjà la réponse et qui sont en général des questions qui portent sur des réponses littérales. En d'autres termes, si l'élève a un minimum de mémoire, il nous donne l'illusion qu'il a compris tout le reste. Alors, ceci, c'est une autre chose que je voulais vous montrer. Alors, c'est pour faire sérieux, mais vous voyez une courbe. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle vous montre? C'est à la suite d'une étude que nous avons conduite sur l'apprentissage de la lecture en général, donc décodage et compréhension en particulier, assez récemment dans l'Académie d'Amiens. Donc, ça remonte pour nous à 2022. C'est assez récent, hein, puisque c'est post-Covid. Et ce que vous voyez là, c'est finalement une courbe qui vous montre comment des élèves nous montrent qu'ils comprennent un texte en fonction de leur rapidité de lecture. Alors, la rapide lecture en bas, si vous voyez un tout petit peu, vous avez un certain nombre de mots qui sont lus par minute, et puis vous voyez le pourcentage de compréhension des élèves qui semble s'élever au fur et à mesure qu'ils lisent de plus en plus de mots. Alors, on ne va pas trop s'étonner non plus, parce que quand vous lisez que 4 lignes d'un texte, pour l'avoir compris dans sa totalité, c'est un peu compliqué. Donc, il est préférable d'en avoir lu un peu plus pour pouvoir en parler mieux. Ceci dit, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est cette espèce de plateau que vous voyez apparaître, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de mots qui sont lus assez rapidement par les élèves et correctement lus, eh bien de toute façon, leur capacité à comprendre le texte n'augmente pas pour autant. C'est un peu étrange, tout d'un coup, il y a une sorte de seuil qui s'arrête. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je lis de plus en plus vite que je lis de mieux en mieux, et on peut s'interroger sur le fait que non, déchiffrer, ce n'est pas un prédicteur de la compréhension. Alors ça, c'est pour faire encore plus chic. Vous y voyez là tout des chiffres. Ces chiffres sont là pour nous dire quoi? En fait, c'est la conclusion qui m'intéresse. C'est le fait que dans la compréhension autonome en lecture et à la fin du CP, on constate qu'il y a 2 éléments qui vont particulièrement marquer parce qu'ils ont été des objets d'apprentissage tout au long du CP. Le premier, c'est le fait qu'il décode. Oui, on peut effectivement raisonnablement penser que pour être autonome, il faut pouvoir déchiffrer tout seul. Si je dois faire appel à un lecteur public, je ne suis plus autonome. Donc savoir déchiffrer aide à la compréhension, ça paraît raisonnable. Mais également la compréhension du texte entendu. La compréhension du texte entendu, ça veut donc dire que ce n'est plus lié du tout à la question du déchiffrage, c'est lié à d'autres facteurs, à d'autres processus sur lesquels on peut également agir. On en arrive à une conclusion toute bête. Mieux les élèves comprennent les textes qu'on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu'ils lisent seuls. C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on peut travailler en amont et très tôt sur la question de la compréhension, donc dès avant qu'ils sachent déchiffrer. Et enfin, les compétences en décodage, pour importantes qu'elles soient, n'épuisent donc pas l'explication de la qualité de la compréhension. Ça justifie que j'ai choisi cet apprentissage, c'est-à-dire que je me fixe sur l'apprentissage de la compréhension en évacuant le reste. Or, certains maîtres font de la maîtrise du code un préalable ou une quasi-exclusive. Alors, c'est dû à des tas de bonnes raisons, on peut l'entendre. L'institution insiste sur le fait qu'il faut travailler en particulier cela, exclusivement cela, et surtout en premier cela. Un certain nombre de chercheurs, vous en avez eu d'autres qui sont venus à ma place d'autres années, qui vous ont démontré par A plus B exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. Les parents qui s'inquiètent, ou plutôt qui s'assurent que parce que leur enfant sait déchiffrer, alors ils se disent ça va, il sait lire. Parfois même certains collègues, voire les médias. Enfin, pour certains, la compréhension n'est pas jugée prioritaire. Elle n'est pas jugée prioritaire, peut-être parce qu'il est plus, il est plus commode d'enseigner le déchiffrage que d'enseigner la compréhension. La compréhension, ça implique un mystère. Chaque fois que je rencontre un texte, c'est une nouvelle aventure. Quand je rencontre un B et un A, c'est une aventure infiniment répétée. Ça fait toujours bas si tout va bien. Et tout est difficile dans la compréhension. Combien d'entre vous se posent aujourd'hui la question « Comment j'évalue la compréhension de mes élèves ?» L'interrogation que je pourrais avoir, c'est de dire « Et aussi comment elle s'enseigne ?»
Alors, consensus. Des consensus qui disent que l'enseignement explicite de la compréhension produit des effets sans nuire au développement du code. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut commencer très tôt avant même qu'ils sachent décoder. Non, parce que vous aurez appris à vos élèves à comprendre très tôt, ils sauront quand même décoder, rassurez-vous, rien n'est perdu, et ceci est vrai d'ailleurs très au-delà du CP. Et qu'enfin, il faut poursuivre l'enseignement explicite de la compréhension pendant que les élèves apprennent à déchiffrer, ce qui signifie qu'il y a là une véritable réflexion en quasi-didactique, cette fois-ci par quoi je commence. Moi, j'ai envie de vous dire, commençons par le tout, s'il vous plaît. Ce qui nous amène à dire que si on doit travailler sur les deux, et dans un même mouvement, je dirais, alors il est souhaitable de ne pas choisir les mêmes supports. Oui, je sais qu'il est difficile pour un enfant de déchiffrer dès le début du CP des textes complexes qui méritent d'interroger la compréhension, et que c'est beaucoup moins intéressant lorsqu'il s'agit de Lola qui aime le lilas. Et pourtant, il est peut-être bon d'apprendre à déchiffrer sur du matériau qui est déchiffrable, mais de surtout faire de la compréhension ailleurs. Je pense que c'est ça qui a tué la méthode mixte. Enfin, et pour finir, puisqu'il s'agissait de différenciation, quand on pose la question à un certain nombre d'enseignants sur l'auto-efficacité professionnelle de leur action, eh bien, sur un certain nombre d'items, finalement, les enseignants considèrent qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font en classe qui doivent accompagner le bon résultat de leurs élèves. Vous voyez que la différenciation est pour le moins pas positionnée en première analyse. D'ailleurs, le terme de différenciation, je préfère diversité que différenciation, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, donc, je décide d'enseigner l'apprentissage de la compréhension. Vous m'avez bien entendu, je veux enseigner l'apprentissage de la compréhension. Je ne veux pas la vérifier chez des élèves qui comprendraient déjà. Ce qui veut dire que je vais devoir procéder autrement et faire appel à l'intelligence des élèves et non pas à leur capacité mémorielle seulement. Et première chose qui me viendrait à l'esprit, tout compte fait, maintenant que je veux enseigner ça, mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est que comprendre? Parce que je veux l'enseigner, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je vais reprendre là, et d'une manière très imagée, quelque chose que vous avez déjà entendu, mais qui me paraît satisfaisant. C'est-à-dire que je vous confie à tous un texte, le même, par exemple ce qu'on est en train de projeter depuis tout à l'heure. Alors certains de Philippe Mérieux, qui nous rappelait son article, étaient quand même écrit très petit. Donc je ne sais pas si tout le monde a pu le lire avec la même facilité, mais admettons, je vous le fournis à tous et je vous dis, nous allons en parler. Tout comme Philippe a dit tout à l'heure, voici 10 propositions de ChatGPT et nous allons en parler. Je vous signale au détour que j'ai fait exactement la même chose. En vérité, j'ai interrogé ChatGPT en lui disant « Et si je voulais parler de la compréhension et des modalités de son enseignement différencié, que répondrais-tu » À la différence de Philippe Mérieux, j'ai décidé de ne pas vous le proposer. C'était désespérant. Donc, tout ce qu'il vous a dit, je le reprends à mon compte et sur le sujet que j'aborde. Alors donc, qu'est-ce que c'est que comprendre? Je vous fournis ce texte à tous et je vous propose que nous en parlions. Il va se passer quelque chose d'heureux, c'est que nous allons arriver à en parler. Nous allons arriver à en parler ensemble parce que si tout va bien, nous avons tout de même respecté suffisamment l'auteur qui s'est cassé la tête à nous laisser une trace écrite, cette trace au futur. Il nous fait confiance en somme pour recevoir le texte qu'il nous a écrit sans le trahir. Sinon, il aurait écrit autre chose autrement à une autre époque pour d'autres personnes. Donc c'est à nous qu'il s'adresse, à nous ou à d'autres, et il espère bien que nous recevrons ce qu'il nous a offert, en quelque sorte, ou qu'il s'est cassé la tête à écrire. Si nous le recevons tous ensemble, il y a dans la compréhension quelque chose qui nous est commun. Il y a donc au moins un aspect de cette compréhension qu'on pourrait appeler ce commun partagé que l'auteur nous a offert et que nous respecterons. Oui, seulement voilà, vous, moi, nous tous, nous ne sommes pas les mêmes individus et de la même façon que tous les élèves vivent dans la classe dans leur singularité, tous les adultes continueront d'exister dans cette même singularité. Nous ne sommes pas des clones. Donc même si nous avons vu grosso modo la même chose dans ce texte que je vous ai proposé, il n'en reste pas moins que si tout va bien, chacun d'entre nous s'y est projeté. En gros, se l'est approprié. Et si nous nous le sommes approprié, c'est parce que chacun d'entre vous a un vécu, chacun d'entre nous a un vécu, a une expérience, a une relation à d'autres écrits,
aux mêmes auteurs, etc., et que nous en avons tous une identité particulière. Ce qui fait que dans cette lecture, nous projetons notre identité particulière. Et nous ne pouvons pas faire autrement que lors de l'échange, à la fois dire du même et en même temps dire de quelque chose de nous-mêmes. Il y a dans ce quelque chose de nous-mêmes un aspect de la compréhension, c'est la singularité de la lecture de chacun d'entre nous. Il y a donc dans la compréhension au moins deux aspects, l'un qui est le commun partagé, l'autre qui est la singularité de chacun. Mais la singularité de chacun respectant l'auteur, pas une singularité de chacun qui va si loin qu'on dévie de ce que l'auteur avait en tête au point que ce n'est plus de lui et que nous parlons d'autre chose. Il y a donc dans la compréhension, j'ai dû le mettre quelque part comme ça, voilà, un commun partagé et d'autre part l'expression d'une singularité. Alors en tout cas, moi je vais partir de là. Je considère que enseignant, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je souhaite transmettre aux élèves. Je souhaite qu'ils perçoivent ce que c'est que comprendre, c'est-à-dire avoir ce commun partagé et exprimer ma singularité. Donc il s'agit à la fois de faire l'un et l'autre, à ceci près que chaque fois que vous rencontrez un texte, ce n'est pas le même. C'est une aventure, je disais. C'est-à-dire que vous vous affrontez à quelque chose. Et vous pouvez vous affronter à ce quelque chose dans différentes disciplines, dans différents types de textes, dans différents domaines. Ce qui veut dire que chacun de ces domaines, chacune de ces disciplines, chacun de ces types de textes ne convoque pas de la même façon le commun partagé à respecter et la singularité de chacun. On ne lira sans doute pas de la même façon, alors ça c'est une lapalissade, une poésie et un énoncé de mathématiques. On sent bien que dans un certain nombre de cas, l'auteur nous offre beaucoup de marge de manœuvre et aspire à ce que la singularité de chacun s'exprime pour une révélation particulière. Dans d'autres cas, le texte, au contraire, s'impose à nous avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes et ces contraintes vont conduire un apprentissage, l'appropriation d'une notion, une autre forme de révélation. Vous imaginez un texte scientifique qui nous montre quelque chose que nos sens ne nous montrent pas. Si on devait y mettre seulement notre singularité, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait de tourner autour de la Terre. Construire finalement un équilibre sans cesse renouvelé en fonction du texte que nous rencontrons. Ce qui veut dire donc d'une certaine façon qu'au moment où je rencontre ce texte, il y a une première vision, quelque chose qui me saute aux yeux. Ça ressemble à une poésie, ça ressemble à un énoncé de maths. Manifestement, c'est une forme géométrique. Ça semble être un texte de science. De cette façon-là, je vais devoir à chaque fois construire un équilibre que j'appelle dynamique entre le respect du texte et puis ma projection à l'intérieur de ce texte. C'est une sacrée gymnastique. Enfin, c'est épuisant pour certains. Vous imaginez, vous passez d'une discipline à l'autre sans cesse, et sans cesse renouvelé, vous devez avoir une nouvelle posture. Pour certains élèves, c'est tellement fatigant que finalement, ils préfèrent renoncer. Donc on va essayer de les accompagner à adopter des postures de lecteur et puis à mettre en œuvre par ailleurs des compétences procédurales. Parce qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que quand on rencontre du texte, s'il est écrit, il est écrit dans la langue et que la langue a des contraintes qui sont des contraintes linguistiques, des contraintes textuelles diverses et variées et que donner quelques outils aux élèves pour mieux labourer, eh bien c'est une chance de voir quelque chose fleurir qu'on appellera le sens. Ceci dit, vous vous dites, tout ça c'est bien beau, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et comment vais-je organiser un apprentissage de la compréhension des écrits? Donc, puisque je me suis posé la question, on va repérer déjà 3 éléments qui vont me permettre d'organiser ma séance. Les maîtres dont les élèves présentent les meilleurs résultats, nous dit-on dans une recherche très sérieuse, favorisent l'engagement actif des élèves dans la recherche du sens. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est préférable que les élèves soient actifs plutôt qu'endormis, plutôt que passifs et à regarder ce qui se passe. Nous allons donc les convier à participer à l'émergence de cet apprentissage. Enseigne des stratégies qui sous-tendent des compréhensions efficaces. Voilà qui va peut-être nous donner une piste de travail, travailler sur les stratégies de lecture. Peut-être bien que c'est un moyen pour certains élèves de soulager l'effort et de leur permettre d'entrer dans ce qui nous intéresse, le texte en question. Mince, alors là je suis allé trop vite, voilà. Et font de l'enseignement des compétences langagières un objectif également prioritaire, c'est-à-dire qu'on n'abandonne rien de tout cela.
Tout cela est convoqué d'une façon ou d'une autre. Il faut donc à la fois travailler l'engagement actif des élèves pour travailler les stratégies de lecture et également, quand c'est nécessaire, l'enseignement des compétences. Je dirais quand c'est nécessaire, ça l'est toujours. Je vais me fixer 3 objectifs. Développer des stratégies de lecture et des postures de lecteur. Alors, pour le coup, je vais faire un choix. Je vais dire, voilà, la modalité que je vais choisir, c'est de travailler sur du texte court. Et pour travailler sur ce texte court, je choisis un travail en petits groupes. C'est-à-dire que j'organise ce travail en petits groupes pour développer des stratégies de lecture. Mais, dans le même temps, je vais travailler aussi sur le développement des compétences linguistiques et langagières qui sont associées à la compréhension des écrits. Et pour le coup, je vais le faire sur du matériau linguistique. Du coup, je ne vais pas travailler sur les mêmes textes, je vais plutôt travailler sur des mots, des phrases, des segments de texte. Et je vais choisir de mettre mes élèves en situation autonome, collectivement ou par petits groupes de travail. Enfin, et pour finir, je vais développer un autre aspect dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, mais il fallait bien une zone de mystère. La 3e piste, c'est de se dire que pour un certain nombre d'élèves, ce qui se passe, c'est que comprendre à courte vue, ça pourrait le faire. Mais voir du chemin dans la continuité, beaucoup moins. C'est-à-dire que leur grande question, quand on leur offre un livre ou quand on leur met à disposition un texte, ça n'est pas de quoi ça parle, mais ça fait combien de pages ? Et dans le « ça fait combien de pages », on sent bien qu'il y a une détresse. Il faut donc d'une certaine façon réfléchir avec eux à comment rendre le chemin plus agréable. Vous savez un petit peu, je fais beaucoup de marches, mais en vérité le paysage est si beau que tout compte fait, ça vaut le coup, et je marcherai bien plus que ce que j'avais prévu. Et donc je me fixe là, par exemple, et pourquoi pas, d'utiliser un matériel qui est cette fois-ci un écran. Par le détour, je reviens quand même au thème. Et voici que je vais le faire. Et je vais le faire, et pour le coup, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une stratégie, plutôt un dispositif que nous préconisons, et il a été réalisé. Je devrais vous dire depuis des éternités, puisque c'est depuis à peu près aussi longtemps que ce que nous connaissons avec Philippe Mérieux, c'est-à-dire que déjà à l'époque des entretiens Nathan, c'était en cours d'expérimentation. En l'occurrence, on va vous montrer une proposition, une petite vidéo qui a été réalisée en classe de cycle 3, en élémentaire, dans une classe de REP. Ça a été filmé en juin 2023, donc on est postérieur au Covid, et vous verrez que la langue n'a pas changé. Le virus n'a pas atteint la langue française. Ce qui veut dire que là, je dois lancer la formule magique, vous pouvez lancer la vidéo. Donc les élèves qui sont en autonomie, vous avez votre programme de travail, tout est écrit sur le tableau blanc, je vous fais confiance. Les autres, on va travailler en atelier de lecture. Quel est l'objectif d'un atelier de lecture, Aya? On peut apprendre des histoires. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un texte narratif? Zineb? C'est un texte qui raconte une histoire. Il y a un narrateur qui dit l'histoire. On peut avoir un narrateur, effectivement, bien défini dans l'histoire. Quelle question je me pose quand je lis un texte narratif? Kevin? Qui sont les personnages principaux? Quoi d'autre? Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Lilia, tu peux me rappeler ce qu'on fait en atelier de lecture au début? Le lire et raconter l'histoire dans la tête. Et après, on devra dire qu'est-ce qu'on a compris dans l'histoire. On a le droit de pas être d'accord. Le principe, c'est qu'à la fin, on soit tous d'accord et qu'on vérifie tout. Très bien, puisque dans la 3e étape, on va vérifier les mots du texte qui vont prouver tout ce qu'on a noté au tableau. À la 4e étape, on va se mettre au point, on va voir ce qui a été difficile dans le texte et ce qu'on a appris à la fin de l'atelier. Je vous distribue le texte, c'est du même auteur que le texte que vous avez lu la dernière fois. Que se passe-t-il dans cette histoire? Kevin, tu commences? C'est un petit qui raconte. À chaque fois, quand il mange le dîner, avant qu'il mange, elle est obligée de lui poser des questions mathématiques. Par exemple, combien de centimètres ça fait ça? Calcule-moi ça. Et qu'elle était vraiment sévère parce que même quand il mangeait, il devait faire des calculs. Est-ce que vous êtes d'accord que sa mère est sévère et que même quand le petit garçon mange, il doit faire des calculs? Oui. Elle n'est pas sévère. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Elle le force. Elle le force.
Vous m'avez dit que dans cette histoire, il y avait un petit garçon, une mère, un père, que sa mère était sévère car elle l'obligeait à faire des mathématiques, sinon il ne mangeait pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur la poésie, Kevin? Que le fils n'aime pas les poésies. Le fils n'aime pas les poésies. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que la mère était passée du sourire à la grimace. Vous n'étiez pas d'accord aussi sur le fait que le petit garçon croyait que sa mère était professeure de mathématiques. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que le père était professeur de français. On lui demande toujours ce qu'il doit faire dans sa vie ou qu'il lui demande toujours des choses à faire. Enfin, par exemple, des multiplications, des divisions, des maths, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Zineb? Oui. Je vais donc vous donner de nouveau les textes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Zineb? Il faut lier Souligner quoi? les recherches qu'on a mises dans le tableau. Les preuves de tout ce qu'on a mis au tableau. Moi, j'ai trouvé qu'on parle du père, de la mère et du fils. Vite, son sourire a viré et à la grimace. Et normalement, il y avait écrit ça. Non, à la ligne 13 jusqu'à 15, il y a écrit le pire, c'est le spaghetti à la bolognaise. Impossible d'en avaler la moindre bouchée. Vous avez fait des recherches, vous avez trouvé un certain nombre d'éléments qui prouvaient tout ce qu'il y avait noté au tableau. Au début, elle souriait, toute fière de son génie de fils. Mais très vite, son sourire a viré à la grimace. On est d'accord, ça prouve bien cette affirmation. Donc ligne 34, 35. Qu'est-ce que vous me prouvez d'autre? Zineb, tu me prouves quelque chose? Ça commence à la ligne 23 et ça termine à la ligne 28. Alors vas-y. À condition d'arrêter de fumer comme tu fais, 19 cigarettes par jour, Alors là, tu m'as prouvé quoi? qu'elle fumait beaucoup. Qu'elle fumait beaucoup, là on le voit, à la ligne 27. Ma chère et unique maman Ça ressemble à quoi ça? a une lettre. À une lettre, hein? Et Et tu as genre Mais comment 38 ans, etc. tu as aujourd'hui 38 ans, donc qu'est-ce que ça prouve? C'est après où c'est son anniversaire. Et de la même manière, regardez à la ligne 18. Mais j'ai trouvé la parole. Ça veut dire quoi la parade? J'ai trouvé la solution La solution pourquoi? c'est pour qu'elle arrête ça. Peut-être que c'est pour se venger, mais c'est surtout pour qu'elle arrête. Je vais vous relire le texte. Quand on a puré jambon le mardi soir, elle saute sur mon assiette, découpe ma tranche de jambon en carré, triangle ou trapèze et m'empêche de manger tant que je n'ai pas répondu à une foule de questions saugrenues. Tu peux me raconter maintenant l'histoire comme s'il la racontait de façon résumée à quelqu'un qui ne l'avait pas lu. Aya, tu commences? C'est l'histoire d'un garçon qui rentre de l'école. Et en fait, sa mère est prof de mathématiques à l'école. Elle s'est pas vantée, elle a juste eu un sourire. Et après, du coup... Elle était très fière que son fils puisse avoir fait tous ses calculs. Avant qu'on arrête l'atelier, qu'est-ce qui était difficile dans ce texte? Parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses qui étaient compliquées. Qu'est-ce qui a été difficile? Oui. Le début. Le début, certains ont cru que le narrateur croyait que le père était professeur de français ou que la mère était professeure de français, alors que le narrateur nous disait « Je crois vous avoir déjà donné une information ». Certains mots, comme lesquels? Bisextile, qui était compliqué. Ruse. Kevin, sens poétique. Néanmoins, tu as eu la bonne idée de le rapprocher avec un mot de la même famille. Vous avez bien travaillé, vous pouvez aller le ranger. Bien, c'était court, ça aurait pu avoir lieu dans une classe de second degré, dans différentes disciplines, nous l'avons testé également. Merci à la collègue qui est quelque part dans la salle. Là. Alors, qu'avons-nous observé? Parce qu'en vérité, la question, ce qui m'intéresse, c'est pour atteindre ces objectifs pour tous, qu'avons-nous observé? Donc, je reprends les éléments que je vous présentais tout à l'heure, nos 3 objectifs. L'idée, c'est bien de se dire, j'ai des objectifs d'apprentissage, comment je vais les mettre en musique et comment je vais à la fois intéresser les élèves et les faire avancer.
Le premier élément relève des stratégies de lecture. Vous avez vu effectivement un groupe d'élèves, je dis bien un groupe restreint d'élèves, qui étaient en train de travailler autour d'un texte. Là, il s'agit de se dire, j'ai un objectif, c'est le travail sur l'apprentissage de la compréhension. Je veux que les élèves puissent confronter les représentations qu'ils ont construites de ce texte, le film qu'ils se sont faits. Je ne vais donc surtout pas poser une question fermée ou des questions successives qui n'auraient pour objectif, au bout du compte, de montrer à des élèves qui s'interrogent sur ce que c'est que comprendre, c'est saisir l'intimité de la compréhension du professeur. Un peu comme si le professeur a compris et je vous demande de me suivre. Non, c'est pas ça. C'est travailler dynamiquement à saisir ce que l'auteur est en train d'essayer de partager avec vous. Et donc je vais poser une question beaucoup plus ouverte, comme celle qui a été posée, mais ce pourrait être aussi quel film vous êtes-vous fait, qu'avez-vous retenu de cette histoire, parlons-en, échangeons. Dans cet échange, il est donc nécessaire que les élèves puissent parler, que tous puissent échanger, qu'ils échangent non seulement avec le professeur, mais également entre eux, et qu'ils puissent interagir entre eux. Et pour qu'ils puissent interagir entre eux, alors je choisis une modalité qui va le permettre, sous mon contrôle néanmoins éclairé, mais de médiateur à la fois neutre et bienveillant. Médiateur neutre, ça veut dire que l'enseignant reçoit toutes les propositions des élèves sans faire de mimique, comme parfois on le fait, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Vous savez, cette espèce de tristesse, ce souffle dans lequel on dit « et quoi d'autre ?» Ce je ne sais quoi qui montre pour l'élève que bon, la réserve est là et qu'il aurait mieux fait de se taire parce qu'on n'est pas en train d'adhérer. Là, il s'agit de n'apporter aucune réponse immédiate. On accueille en quelque sorte les différentes propositions des élèves puisque ce sont à la fois des éléments sur lesquels ils vont pouvoir avoir du commun, mais éventuellement exprimer leur singularité. Puisque vous l'avez vu de manière, alors c'est très rapide, il faut tout saisir, là, parce que chaque image finalement a son importance. Vous avez vu qu'il y a ce que nous partageons, ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Le but du jeu, c'est simplement de s'assurer que s'il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, c'est peut-être la synthèse du texte, l'essentiel qui en vient, ou peut-être pas, car nous nous sommes peut-être tous trompés. Et d'autre part, qu'il y a des propositions spécifiques qui ne sont pas en accord pour tous les élèves. Mais c'est intéressant, cette confrontation. Elle permet à chaque élève de se dire « j'ai quelque chose à en dire ». Ce qui va être d'autant plus intéressant lorsqu'il va y avoir une vérification, c'est-à-dire un retour au texte après qu'il y ait eu ces échanges, un temps pour chaque élève et pour les membres du petit groupe de réflexion personnelle. Vous avez vu que pendant qu'ils revenaient à la vérification, l'enseignante était partie ailleurs avec d'autres élèves pour commencer à regarder ce que faisaient d'autres élèves dans le même temps. Je dis bien dans la simultanéité de la séance, d'autres élèves faisaient manifestement autre chose. Eh bien, ce petit groupe-là va commencer à travailler un peu tout seul, mais en échangeant. Vous l'avez peut-être entendu. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais non, moi j'avais dit ça, mais moi je l'ai lu à telle ligne. Donc il va y avoir ce temps de travail de retour personnel là-dessus. Le but du jeu, s'ils ne sont pas d'accord, ça n'est pas seulement de vérifier qui a raison, mais parfois de se rendre compte que l'espace ouvert par le professeur offre à chacun l'opportunité d'une singularité de la compréhension acceptable. Et à ce moment-là, ils se disent « j'ai droit à une lecture personnelle, bien qu'elle soit communément partagée ». Et c'est quelque chose que, pour le coup, les élèves s'approprient sans qu'on leur dise ce qu'il y a à comprendre ou ce qu'il n'y a pas à comprendre. Donc, le pourquoi, le voici, le comment nécessitait que les élèves ne soient pas trop nombreux afin qu'ils soient dans une situation, je dirais, de confort de parole et d'échange possible. À ce moment-là, cette manière de faire se justifie. À ce moment-là, elle se justifie. Mais vous avez également observé qu'il y avait certains élèves qui étaient manifestement tout seuls. On leur avait donné un petit panneau avec des tâches à réaliser et ils étaient dans un travail. Alors, quel était ce type de travail qu'on attend d'eux? C'est un temps d'imprégnation et de consolidation de notions qu'ils maîtrisent déjà pour partie, car je n'imagine pas qu'on mette des élèves en autonomie complète sur des notions ou des compétences ou des habiletés qu'ils ne maîtrisent pas. La plupart du temps, ils passeront leur temps à interrompre l'enseignant qui est en train de travailler avec son petit groupe pour dire « j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ou bien, parce qu'ils sont sages, gentils et bien scolaires, s'arrêteront en attendant des jours meilleurs.
C'est-à-dire que ça se passe. En d'autres termes, pendant ce temps-là, ils n'auront pas fait grand-chose. Ce qui va m'intéresser, c'est donc de leur fournir une proposition de travail. Là, vous l'avez vu, il y avait des activités à conduire, écrites cette fois-ci, où l'élève est dans un travail qui a été collectif, mais autonome chacun, mais on peut imaginer des petits groupes travaillant chacun sur des aspects différents. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont aussi en train de s'interroger sur l'apprentissage de la compréhension. Ils sont aussi dans cette démarche. J'ai plus que 3 minutes. Ça va être chaud. Et donc, vous avez même vu qu'il pouvait y avoir, dans une classe où il y a un enfant à besoin particulier, comme on dit, avec un profil spécifique, une AESH qui suivait un enfant en particulier, ça n'est donc pas contradictoire. Un troisième point, donc, certains élèves sont donc en fragilité avec des lectures longues, mais il s'agit de les accompagner sur cette lecture longue, et donc on ne va pas leur donner une injonction de lecture à la maison, ça ne marche pas bien, ça, si vous le savez, ça fonctionne très mal pour ceux qui ne sont pas habitués à lire long. On va les mettre face à un outil, pour le coup numérique, qui s'appelle la machine à lire, et qui a la vertu de proposer une alternance entre des temps de lecture autonome, et puis la machine peut reprendre la main et lire aux élèves le texte, la suite du texte, avant qu'ils reprennent la main. L'intérêt là-dedans, c'est que ces élèves, autour de cet apprentissage du texte long, et donc de l'endurance de lecture, ont le choix des textes qu'ils vont décider de travailler, et même des petits challenges qu'ils se fixent eux-mêmes, c'est-à-dire l'alternance entre le temps de lecture et le temps d'écoute. Ils peuvent régler ce temps d'écoute et ce temps de lecture, ce qui fait que petit à petit, comme un marathonien, ils finiront grosso modo par avoir envie de lire plus et d'écouter moins. C'est ce qui se passe dans la réalité, puisqu'on l'a testé depuis belle lurette. Les élèves finissent par dire « moi je préfère avoir le livre plutôt que d'avoir la machine ». On a tout gagné. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, vous avez remarqué, alors pour aller vite, une diversité d'objectifs. Pour certains élèves, c'est l'appropriation de la compréhension par la création de postures, de démarches, de stratégies. Comment je m'y prends pour comprendre? J'apprends que comprendre, c'est échanger par l'oral entre nos représentations, qu'on peut développer la maîtrise d'habiletés et des compétences linguistiques, devenir endurant, mais aussi qu'il y a une diversité des approches et des supports. On va travailler tantôt sur du texte court, tantôt sur du texte long, tantôt sur diverses unités linguistiques, mais j'insiste, tous les élèves finiront par passer par chacun des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun à tous, nous apprendrons à comprendre les textes et chacun pourra y apporter de lui-même. C'est ça l'idée. Il y a donc une diversité des modalités, tantôt en groupe restreint parce que ça s'y prête, tantôt en collectif parce que ça s'y prête, tantôt en petit groupe autonome, ensemble dans la classe ne fonctionnant pas exactement sur la même chose parce que ça s'y prête, et tantôt en individuel parce que c'est nécessaire. Eh bien moi je considère que c'est une forme de variété et de diversification de l'enseignement à destination d'un objectif particulier, là, en l'occurrence, la question de l'apprentissage de la compréhension. Alors, il me reste 1 minute, ce qui fait que je n'ai absolument pas le temps. Voilà. Et alors, il y a une conclusion il y en avait une avant. Il y avait une conclusion sur la compréhension des écrits. Il s'agit de développer d'une part les stratégies, de développer par ailleurs les compétences et pour finir de développer, on va dire ce que j'appelle moi la spirale de la lecture, c'est-à-dire lire mieux. Si je lis plutôt mieux, je peux lire plus, donc je vais lire beaucoup, puis je vais m'entraîner à lire beaucoup. Si je lis beaucoup, j'ai plus de chances de rencontrer des textes qui me plaisent, somme toute, donc j'y trouverai de la satisfaction. J'aime pas le terme aimer lire, parce que ça ne se décrète pas. Il y a des choses qu'on aime lire, d'autres qu'on aime moins lire, mais c'est quand même bien utile. Donc on va trouver de la satisfaction à lire. Si c'est le cas, on aura envie de lire plus, donc de lire mieux. C'est une spirale que j'appelle vertueuse vers l'irréversibilité de la lecture et de sa compréhension. 2 dispositifs s'y prêtent, c'est le rôle et Polylecte dans notre labo. Il y a aussi une conclusion à mener sur la diversification des enseignements. Bon, vous avez compris que d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu le sentiment que cette diversification, pour moi, c'est consubstantiel de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est ça la pédagogie. C'est-à-dire établir une relation heureuse entre un professeur qui veut apporter quelque chose à ses élèves, les éclairer,
des apprenants qui viennent de toute façon avec l'envie d'apprendre. Alors je ne sais pas si c'est écrit au frontispice de tous les établissements scolaires, mais je crois que c'est écrit sur le cerveau de tous les enfants qui arrivent à l'école. Ils ont envie, c'est à nous de faire en sorte qu'elle reste, et puis ensuite de développer tout de même des objectifs d'apprentissage pour tous. Je crois sincèrement, parmi vous, collègues qui enseignez régulièrement, que d'une façon ou d'une autre, il y a des aspects de cette diversification que vous abordez en classe et que, comme M. Jourdain, vous faites de la différenciation sans le savoir. Pardon, mais je préfère qu'on la fasse en le sachant. La pédagogie différenciée, moi je trouve que c'est quasi tautologique comme formule, parce que pour moi la différenciation elle est dedans. Et alors je voulais conclure par ça, ce qui fait que j'ai même pas besoin de ceci. Tac, voilà. Je voulais conclure comme ceci. Si je reprends le titre qui est « Attiser le désir d'apprendre », je crois que c'est ce que nous recherchons chez tous nos élèves. Mais je voudrais quand même finir par quelque chose. Je crois que si nous avons envie de nous lever tous les matins en nous disant « j'ai envie d'aller en classe », parce que je sais que mes élèves se sont levés ce matin parce qu'ils ont envie de me rejoindre, alors il faudrait que nous ayons une seconde controverse qui s'appellerait « Attiser le désir d'enseigner ». Je vous souhaite d'avoir le plaisir de vous lever tous les matins de cette façon-là. Merci.